du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver dans le scanner de Kavi Média. Vous le savez déjà, c'est votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi quand il est 9h à Conakry. Il n'y a point de fonte sans force et cela sans équivoque, sans être crédule. Je pense que l'avenir n'est aucunement sombre. Permettez-moi plutôt d'être placide dans un monde de pugnaces. Bienvenue dans mon pays appelé paradis où seuls les sobres résistent à toutes les épreuves. Bienvenue à une ère où les mots n'égale pas les mots, où le seul espoir se heurte à un doute infini. Faut-il lâcher prise? Je dirais non, car l'espoir est permis et nous ne cesserons de le rappeler. La Guinée est notre patrie, elle est unique pour nous. Continuons donc à croire au développement dans ces moments de forte turbulence. Nous vendons le rêve d'un développement grâce au seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être sur Kavi Média et bienvenue dans le scanner. Comme le disait William Shakespeare, les problèmes ne sont pas éternels, ils ont toujours une solution. La seule chose qui n'a pas de remède est la mort. Ne permettez à personne de vous insulter, de vous humilier ou de diminuer votre estime de soi. Nous devons être forts et ressusciter des chutes que la vie nous impose pour nous rappeler qu'après le sombre tunnel plein de solitude, de très bonnes choses viennent. Avant de discuter, respirez avant de parler, écoutez avant de critiquer, examinez-vous avant d'écrire, pensez avant de faire mal, regardez avant d'abandonner, essayez avant de mourir, vivez. Nous sommes le 4e pouvoir et nous traverserons ces zones de turbulence. Dans nos cœurs, nous vous portons, chers confrères, et nous croyons à une solution rapide pour permettre à ces centaines d'hommes de médias de reprendre service. Nous avons la ferme conviction que cela arrivera sous peu. Tenons bon. Au menu de ce matin, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, était en visite à Conakry ce week-end. Une première visite officielle du tout nouveau élu qui œuvre dans le sens de la matérialisation de la nouvelle dynamique de coopération bilatérale entre la Guinée et le Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le général président Mamadi Doumbouya ont tous deux échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, parmi lesquels figure l'organisation de la 6e session de la grande commission mixte de coopération entre la Guinée et le Sénégal après celle de 2008, soit 16 ans après. L'objectif pour ces deux chefs d'État est de renforcer les relations économiques et commerciales, mais aussi d'œuvrer ensemble avec leurs pairs à la réalisation au sein de l'OMVS, à la réalisation de projets et programmes au sein de l'OMVS. Une annonce très importante quand on sait les difficultés auxquelles la Guinée est confrontée. La Guinée veut mettre toutes les chances de son côté dans le domaine des transports. Le gouvernement guinéen, pour matérialiser cette volonté manifeste, se penche sur l'expertise du Maroc, un des leaders continentaux dans le secteur du transport aérien. En séjour au royaume chérifien, le ministre des Transports Ousmane Gawal Diallo a eu plusieurs discussions allant dans le sens d'explorer les pistes possibles pour le renforcement de la coopération bilatérale entre Conakry et Rabat dans le domaine du transport aérien précisément. Loin de vite s'en réjouir, pouvons-nous nous attendre à la relance prochaine de la compagnie Air Guinée? Nos débatteurs livrent leurs impressions tout à l'heure. Parlant de transition et de développement, les débats tournent depuis des semaines autour d'un probable glissement de la transition en République de Guinée. Si le Premier ministre ne se fait pas d'illusions, des acteurs sociopolitiques ne veulent pas entendre parler de glissement. Un manque de dialogue s'installe à cet effet et chacune des parties reste sur leur position, occasionnant une crise très aiguë. Pour éviter tout bras de fer, un dialogue sincère s'impose-t-il. Monsieur Abdoulaye Sadio Barry, président du Bloc pour l'alternance en Guinée-BAG, répond par l'affirmative. Cet acteur opte pour un dialogue sincère pouvant aboutir à un glissement consensuel. Il est notre invité
l'actualité de ce lundi. Et nous irons du côté du Burkina Faso. C'est déjà acté. La transition prend fin en 2030. C'est une décision issue des assises nationales qui ont pris fin samedi dernier. Le capitaine Ibrahima Traoré a d'ailleurs signé la nouvelle charte pour une transition de 5 ans à compter du 2 juillet 2024. Le président de la transition devient cependant le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales. Une décision diversement appréciée. Est-elle d'ailleurs opportune? Nous tenterons de répondre dans ce numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Voilà le menu. Bienvenue sur le média du développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sophonia, ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Merci de nous pratiquer sur le média du développement Kavi FM 89.5 à la télé. Vous nous regardez sur le canal 113 du bouquet Star Times. Vous nous suivez grâce à nos différents réseaux sociaux, groupe Kavi TV, groupe Kavi Média. Et vous nous suivez du côté sur Twitter, également sur TikTok, sur YouTube. Vous pouvez regarder en direct et en replay cette émission. Merci de nous pratiquer du côté de l'AB avec nos partenaires de Beta FM. C'est sur la 96.5. Merci de nous écouter. Du côté de Bofa, ici même à Conakry, dans les nouvelles communes, à Imbaya, ce quartier qui nous accueille chaque matin. Avec moi, autour de moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. Yaye Diallo, coordinateur en chef, enquêteur de cette émission. Yaye Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Abba Mohamed, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour également à nos auditeurs de Kiroti, à notre ambassadeur. C'est un coucou spécial ce matin. Alpha Zidane de ce côté qui se bat comme un beau lion pour encore trouver plus d'auditeurs de ce côté. En tout cas, merci pour tout ce combat, il faut le dire. Mais avant, on parle de cette visite du président sénégalais en République de Guinée, Yaye Diallo. Bassirou Diomaye Faye était en Guinée. Il a discuté avec le général Mamadi Doumbouya et on annonce déjà l'organisation de la 6e session de la grande commission mixte de coopération. Oui, Abdallah, il faut le dire, une visite de des jours, du vendredi au samedi. De 24 heures. De 24 heures, vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été discutés, notamment, disons, la relance de cette commission, la 6e commission dont on parle, qui était aux arrêts depuis 2008, il faut le rappeler. Donc, je crois que c'est un élément fondamental pouvant permettre à ces deux États de relancer un certain nombre de choses, notamment dans plusieurs secteurs. Parce que les secteurs qui ont été concernés sont assez nombreux, pour ne pas dire que c'est tous les secteurs, parce que le Sénégal et la Guinée, ce sont des États qui ont en commun, disons, plusieurs choses, notamment cette mosaïque de cultures que nous avons en commun. Et quelquefois, on a l'impression que nous avons des Sénégalais guinéens qui vivent du côté en Guinée, des Sénégalo-Guinéens. Des Sénégalo-Guinéens qui vivent ici. Nous avons aussi des Guinéo-Sénégalais qui vivent au niveau du Sénégal. Donc ça se ressent un peu partout. Donc cette relation culturelle que nous avons en commun avec le Sénégal devrait être renforcée, même si on le sait effectivement à un certain niveau, il y avait effectivement un problème
à l'interne parce qu'on est allé jusqu'à un certain niveau, vouloir expulser certains Guinéens du côté du Sénégal. Il y a plusieurs secteurs, mais moi, quelques-uns m'interpellent parce que je constate déjà ce qu'on appelle une incompatibilité dans le cadre de ce partenariat quand on sait que la vision initiale des uns et des autres ne semble pas être les mêmes. Je vais parler de cette volonté de ces deux chefs d'État parce qu'il faut le rappeler, le président Mamadi Doumbouya fut le seul dirigeant, en tout cas africain, ici d'un coup d'État qui a été présent au niveau à l'occasion de l'investiture du président sénégalais. Donc, l'accueil qu'il a dû bénéficier de son homologue sénégalais en dit long assez effectivement de ce qui pourrait caractériser la relation de ces deux chefs d'État. Alors le général avait dit qu'il avait hâte de collaborer avec son homologue sénégalais. Je crois que c'est ce qui est déjà, c'est ce qui est parti. On souhaite pour de bon parce que ça va permettre, ce sont des coopérations qui peuvent d'une manière ou d'une autre avoir des effets positif immédiat sur la population sénégalaise mais aussi sur celle guinéenne. Aujourd'hui, le commerce à tous les niveaux, ça se passe entre la Guinée et le Sénégal. Tout récemment, quand nous étions, enfin nous sommes dedans, dans cette crise énergétique que nous avons ici, le Sénégal, seul le Sénégal a dit quand même dans un cadre de partenariat, c'est pas un cadeau, mais accepter cet accord pouvant permettre à la Guinée un tant soit peu d'avoir quelques mégawatts d'électricité. Effectivement, et de pouvoir... À travers le projet OMVS, c'est ça. Et pouvoir stabiliser effectivement ces déficits énergétiques que nous avons connus il y a de cela 6 mois. Donc, l'un dans l'autre, parce que beaucoup d'États... Que nous connaissons d'ailleurs, parce que ce n'est pas résolu. Oui. Beaucoup d'États ont été consultés dans ce sens, notamment la Côte d'Ivoire, mais je crois que c'est le Sénégal qui fut le tout premier à réagir de la sorte et de façon positive, il faut le rappeler. Donc, une chose qui peut naturellement attirer l'attention des uns et des autres et de permettre naturellement les deux États de renforcer leur coopération. Il y a plusieurs secteurs qui sont concernés, le secteur minier, oui, évidemment. Le transport. C'est pourquoi cette relance de la 6e ou l'annonce de l'organisation de la 6e session qui permettra notamment aux deux États d'échanger sur plusieurs secteurs, comme tu l'as déjà cité, des secteurs aujourd'hui qui restent des priorités pour le gouvernement actuel. Je me tourne vers vous, à Mohamed Ba, parlant toujours de ce sujet. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle là, pour les deux États, parce qu'on a eu comme l'impression que les relations se sont plutôt dégradées sous Alpha Condé, depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir avec cette histoire d'Ebola. Vous vous rappelez à l'époque, après c'est le coronavirus, le Sénégal à un certain moment a fermé ses frontières et la Guinée n'a pas certainement aimé cette attitude de son homologue sénégalais. Mais après, aujourd'hui, depuis l'arrivée de Diomaye Faye, nous voyons quand même que la Guinée reprend carrément cette coopération bilatérale avec le Sénégal. Je pense que c'est une bonne chose que nous constatons. Nous constatons qu'il y a un changement énorme qui est en train de se passer sur l'axe Dakar-Conakry par rapport aux relations qui existent entre ces deux pays, sur le plan diplomatique, sur le plan social. Bref, on a tout en commun avec ce pays. On a compris que vraiment, s'il y a du bien ou il y a du mal, ce sont les deux pays qui vont tirer les conséquences ou les avantages qui peuvent exister. On a été surpris ou étonné, voire même on n'a pas apprécié ce qui s'est passé pendant cette période difficile de 2020 avec le Covid, et que voilà, le Sénégalais, le peuple sénégalais ou la présidence sénégalaise a préféré protéger son peuple à travers cette décision de fermer les frontières, parce que je crois le premier cas enregistré dans ce pays était venu de la Guinée. Qui s'est caché, vraiment même des autorités sanitaires du pays pour se retrouver là-bas. Et c'est pour dire que nous aussi, le Guinéen ne prend pas de plaisir à envoyer de la maladie. Les autorités, s'ils le savaient, côté guinéen, avec l'ANSS à l'époque, ils avaient mis toutes les dispositions en place pour ne pas qu'il y ait des fuites dans ce cadre-là, mais malheureusement, sachant que ces deux peuples partagent les deux territoires et que la famille, il y avait une autre famille de cette personne, malheureusement, elle s'est retrouvée dans ce territoire et voilà, et la décision a été difficile à prendre, mais ils ont jugé nécessaire il faut protéger la population sénégalaise. Ça a été dur, mais ça s'est passé comme ça. Il y a eu des interprétations à gauche et à droite et ça n'a pas fait plaisir en grande partie aux Guinéens, mais nous avons vu avec l'explosion du dépôt central de Koronti, la délégation
sénégalaise avec des sapeurs-pompiers, des chiens renifleurs, des médecins dans la délégation. Je crois aucun autre pays n'avait fait mieux que le Sénégal à l'époque aussi dans notre pays. Donc les relations entre les deux pays, je pense que ce n'est pas un choix d'une personne, d'une autorité, c'est un choix naturel qui est là, dont on a l'obligation. Des Guinéens, ça existe au Sénégal, des Sénégalais existent en Guinée, et quelle que soit la situation, les deux ont l'obligation de se donner la main, parce que le développement d'une nation passe par ses enfants, par ses fils, qu'ils soient de l'étranger ou sur le sol national. Donc moi je pense que ce qui est en train d'être fait par ce président, ce nouveau jeune président sénégalais, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il est en train de couper vraiment ce qu'on pouvait déplorer ou ce qui n'était pas du tout l'habitude du peuple sénégalais, de la présidence sénégalaise, parce qu'on sait bien, je sais pas si en 2012 ou en 2013, quand le président Macky Sall venait au pouvoir, 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus précisément, la première visite c'était du côté de Paris, et on a vu cette fois-ci du côté du Sénégal, les premières visites ont été dans la sous-région, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal, et pardon, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, Guinée-Bissau avant de venir en Guinée. Moi je pense qu'il faut saluer. La Guinée a été la priorité des priorités l'Afrique a été la priorité des priorités, ou la sous-région. La France qui a joué un rôle majeur. On sait ce qu'on appelle AOF à l'époque, l'Afrique occidentale française, et la capitale était du côté de Dakar. Cette fois-ci, c'est la 2e place qu'on réserve. Cela veut dire qu'il y a une nouvelle identité, il y a une nouvelle donne qui est là, et que la Guinée aussi va profiter de cela. Le Sénégal, les deux pays, ce n'est pas la Guinée qui va profiter seulement du Sénégal, mais les Sénégalais aussi vice-versa. Le côté minier, qu'on le veuille ou pas, quelle que soit la situation, on a une expérience importante là-dessus. Sur le plan de l'agriculture, dans les documents, le communiqué final, nous avons vu le document signé par le ministre des Affaires étrangères du côté du Sénégal, qui est du côté de la Guinée, qu'on a essayé de noter des points importants de développement, qu'on a essayé de notifier, comme on appelle l'habitude qui était là depuis des années, depuis 2008, des relations, des grandes rencontres qui existaient. Ce n'est plus possible maintenant. On essaie de relancer cela à partir du mois de novembre prochain. La foire internationale de Dakar, la Guinée occupe une place de choix. On a dit que cette visite est une visite de travail et d'amitié. Soulignons amitié. Soulignons amitié. Yaya l'a dit tout à l'heure. C'est l'un des premiers ou des rares présidents guinéens, en tout cas sur le continent africain, à effectuer le déplacement, surtout parmi les pays, en tout cas la junte au pouvoir en Guinée, un peu partout. Donc, cela a compté, cela a pesé, je pense, que dans la balance sénégalaise, et je pense que ça va peser dans certaines décisions politiques, dans les décisions sur le plan coopération. Et l'ensemble de tout ça, c'est le peuple sénégalais qui va gagner, c'est le peuple guinéen qui va gagner, et c'est l'Afrique entière qui va gagner, parce que l'intégration aussi avait été abordée, les relations entre les différents pays qui existent. Je pense qu'il y a un truc qui est là. Les jeunes panafricanistes au pouvoir, que ce soit par la voie démocratique ou par la voie des armes, de toute façon, il y a un engagement qui est là. L'essentiel pour nous, qu'on arrive à se développer nos différents pays, pour que le Guinéen, le Sénégalais, l'Ivoirien sortent de cette misère qui n'a que trop duré. Bien, donc il faut rappeler que la 6e session de la Grande Commission mixte de coopération annoncée se tiendra autour de novembre 2024. C'est une information donnée par la cellule de communication, la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République du Sénégal. On tourne cette page pour parler d'une autre page, toujours dans le cadre du développement Yaya Diallo. Cette fois, on parle de transport avec cette séduction, ou comment je vais appeler comme aime le dire le ministère des Affaires étrangères, ce ballet diplomatique, si on peut l'appeler comme ça, du côté du Maroc, où le ministre Ousmane Gawal Diallo essaie de mettre les bouchées doubles pour profiter de l'expertise marocaine dans le domaine du transport, notamment le transport aérien. Oui, évidemment, enfin, l'État à travers son ministre de Transport, je crois que c'est important. Là, vous allez me permettre d'être séduit par les démarches de l'État guinéen, par le fait que le Maroc est un partenaire connu. Oui, par les démarches guinéennes ou bien des démarches du ministre Gawal. Je sais pas. De l'État guinéen. De l'État guinéen. Pour une première, allez. De l'État guinéen. C'est que ça commence bien. On ne personnalise pas le débat. Non, c'est une bonne nouvelle ce matin. On est ministre d'une république. Donc, ce n'est pas une initiative unipersonnelle. Unipersonnelle. Donc, oui. L'État guinéen, il ne va pas te faire perdre le fil. Je comprends. Donc, c'est important. Et voyez-vous que le Maroc, nous avons des relations, ça je me rappelle, quelle que soit la situation, quels que soient les régimes d'exception qui se sont succédés dans notre pays ici, on a connu toujours une bonne santé
dans le cadre des relations diplomatiques et économiques avec le Maroc. Ça, c'est connu de tous. C'est vrai que quelquefois, on a besoin de revisiter cette coopération parce qu'on a l'impression que le Maroc en bénéficie beaucoup plus que la Guinée en bénéficie à son tour, mais toujours est-il que la disponibilité du Maroc vis-à-vis de la Guinée à tout point de vue est aujourd'hui indéniable. Je crois que c'est important que nous puissions profiter de cela pour pouvoir encore une fois bénéficier davantage de ce qu'un État doit pouvoir bénéficier dans le cadre d'une coopération bilatérale. Dans le cadre espèce de cette coopération qui concerne exclusivement, disons, le secteur ferroviaire, le secteur aérien, mais aussi maritime, je suis de ce qui pense que au visa de la réaction des uns et des autres, notamment le ministre des Transports et des Logistiques du côté du Maroc, Mohamed Abdel Jalil, si je prononce bien son nom, je l'ai écouté, je l'ai suivi. Je pense que la volonté, elle est là, elle est palpable, en tout cas du côté du Maroc, pour pouvoir faire bénéficier la Guinée des expertises que la Maroc en a déjà. Parce que Abdallah, le Maroc en tant qu'État, en tant qu'État, oui, évidemment. Abdallah, vous pouvez développer quelque chose chez vous. Vous m'invitez, ou peut-être j'apprends comme ça, et que je sois séduit par la chose que vous avez dit développer. Ça peut être dans n'importe quel secteur. Ça peut être même un habit que vous portez, évidemment. Je m'approche vers vous pour vous dire que j'ai besoin de faire comme vous. Dites-moi comment vous avez pu obtenir tout cela. Ça veut dire que vous sollicitez l'expertise, mais aussi l'expérience. C'est-à-dire que si vous êtes de bonne foi, vous me dites évidemment que oui. Premièrement, d'abord, vous acceptez ma demande. Vous accédez à ma demande et vous me dites... voilà comment vous annoncez les premiers pas. Voilà comment ça doit se faire. À partir de ces premiers pas, de ces premières annonces-là, je me rendrai compte effectivement si vous êtes disposé à m'accompagner et comment voulez-vous m'accompagner. Moi, c'est ce qui surtout m'a séduit parce que j'ai écouté les autorités marocaines qui l'ont dit clairement. Nous allons essayer de mettre en place une commission mixte pouvant permettre aux uns et aux autres, notamment les cadres guinéens, de s'approprier ou d'imprégner de ce que de ce qui se passe de ce côté. De ce qui se passe de ce côté-là et par quelle méthode le Maroc a dû passer pour pouvoir effectivement réaliser toutes ces réalisations que nous avons connues aujourd'hui. Parce que quoi qu'on en dise, c'est un exemple. Le Maroc aujourd'hui est un exemple parmi tant d'autres, en tout cas en Afrique ici, qui ont dû développer un certain nombre de choses et qui ont de l'expertise sollicitée même à l'international. Donc, ils ont dit finalement de procéder d'abord à la formation parce que je suis de ceux qui pensent qu'on a besoin que les Guinéens puissent aller du côté du Maroc, apprendre et devenir effectivement faire bénéficier certains Guinéens de ce qu'ils ont appris de l'autre côté et parallèlement permettre à la Guinée de connaître un développement dans le cadre du secteur ferroviaire, maritime et aérien. Je crois que c'est fondamental. Maintenant que l'État marocain semble être disposé à nous accompagner techniquement, mais aussi parce qu'il faut le dire, il y a aussi le côté financier que les Guinéens sont allés chercher. Mais la chose la plus importante, c'est quand nous avons ce qu'on appelle cette expertise, ce qui pourra permettre aux Guinéens d'apprendre de ces Marocains-là comment, disons, cela peut être possible chez nous ici. Parce que c'est important, on ne peut pas engager une coopération entre des États et que les Guinéens, effectivement, baissent les bras pour peut-être permettre aux Marocains de venir travailler à notre place. Je crois que c'est important que si toutefois cette coopération arrivait à être, disons, concrétisée, qu'on constate déjà cette mosaïque dans le cadre de l'exécution de ces travaux-là, pouvant permettre effectivement aux Guinéens demain d'être sollicités ailleurs pour que les Guinéens aussi puissent, disons, accompagner certains États. Je crois que c'est important. Et dans ce cadre-là, moi je dis constater une volonté, une ouverture de la part du Maroc. C'est à nous maintenant de saisir cette volonté, cette opportunité pour que nous puissions bénéficier de cela. C'est important aujourd'hui. Et tout cela, moi j'ai écouté le responsable, disons, du chemin de fer en République Guinée, M. Ibrahim Ndaïri, si je ne me trompe pas, qui avait mentionné effectivement la volonté de la Guinée d'insérer cette coopération dans le cadre aussi de ces projets Chimandou.
qui peut permettre à la Guinée d'avoir ce qu'on appelle un chemin de fer à partir de Conakry jusqu'à Simandou. Donc c'est ce qui pourra permettre naturellement à l'État guinéen de bénéficier doublement. Parce que de l'autre côté, pas plus tard, la semaine passée aussi, on discutait de cela, de cette coopération entre cette société et l'État guinéen à travers son ministère de transport. Je crois que c'est important. Avec le Maroc, j'en crois beaucoup plus que ce que nous avons entendu de par le passé, parce que je suis de ceux qui pensent que le Maroc s'inscrit dans un pragmatisme. Est-ce que nous allons mesurer cela et être sérieux avec nous-mêmes pour pouvoir rapidement accélérer les choses, parce que c'est nous les demandeurs. En tout cas, de façon, ceux qui sont les détenteurs de tout ce que nous voulons ici sont disposés et ils ont de la volonté pour pouvoir nous aider. Il appartient à nous de saisir cette opportunité. Bien, Mohamed, on parle toujours de cette coopération dans le domaine des transports. Une offensive, si on peut l'appeler comme ça, du côté du ministère des Transports guinéen qui essaie tant bien que mal de relancer ce secteur qui était quand même à l'agonie. À l'agonie, je pense que c'est tout à fait normal et nous apprécions de ce côté le travail qui est en train d'être effectué par les autorités sur ce plan. J'espère que ça ne sera pas de la poudre aux yeux, ce ne sera pas juste un truc de façade, c'est un truc réfléchi qui pourrait nous permettre de développer beaucoup une stratégie bien peaufinée. Bien peaufinée, bien huilée pour nous permettre de sortir de cette difficulté que nous connaissons aujourd'hui. Et je pourrais même dire que c'est une suite logique de ce que nous avons abordé ici pendant nos émissions, le projet Conakry, Kankan, voire même à la frontière avec la Guinée, avec le Mali, du côté de Kouré-Malé sur la voie ferrée. Et nous connaissons très bien quand on parle du Maroc sur le plan vraiment aérien, de transport. Maroc occupe une place de choix aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Il y a des pays, bien sûr, de la sous-région, un peu partout sur le continent, qui ont une certaine identité à travers le transport aérien. Mais c'est difficile aujourd'hui de citer des compagnies aériennes sur le continent sans parler vraiment sans citer le Maroc. Ça, c'est une évidence que nous avons. Et il y a d'autres des compagnies qui existent, mais malheureusement, c'est la déception. Je ne jetterai pas, mais nous avons une compagnie de la sous-région ici. Vraiment, quand vous voyagez, vous l'empruntez. Le retard, tout ce qui manque de confort. Cette compagnie est connue. Donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Parce que ce sont nos homologues. Ce sont nos voisins. Le président était là tout récemment. De toute façon, on ne va pas jeter. Tu as fini par dire. Non, je n'ai rien dit pour le moment. Donc ça, c'est quelque chose que nous met du côté du Maroc, même si ce n'est pas le niveau d'une autre compagnie. De toute façon, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est quelque chose qu'il faut souligner, qu'il faut saluer de la part, car vous savez très bien, c'est que la Guinée, je ne sais pas, c'est nous qui avons de problèmes. Ok? Sinon, nos dévanciers avaient fait beaucoup de choses pour permettre à la Guinée d'avoir des tentacules un peu partout sur le plan continental que sur le plan international. Le panafricanisme guinéen a permis à la Guinée d'avoir tous les États, je ne dirais pas à nos pieds, mais vraiment à nos cheveux, nous accompagner. Le cas du Maroc et la Guinée, les relations là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens, si j'ai encore bonne mémoire, j'étais très jeune, j'ai suivi la retransmission en direct de l'enterrement de l'ancien roi, le roi Hassan II, qui est décédé, je crois, c'est en 99. J'ai vu le président Lansana Conté à l'époque accompagné de cercueil, la dépouille mortelle, qui n'ont parcouru plus de 3 km, environ 3 km et demi pour l'accompagner. Il était là avec son mouchoir blanc, de temps en temps il essuyait, comme on appelle la sueur qui était là, il marchait. Nulle part il a eu l'opportunité de faire ça en Guinée, ici ce n'est pas dans son Bantaba natal. Mais du côté du Maroc, on a vu combien de fois il était engagé. Pourtant on parlait de temps en temps, son état de santé n'est pas comme ça, mais il a parcouru cette distance parce qu'il sait ce qui nous liait à ce pays, ce qui nous liait à Hassan II, ce qui nous liait à Metsé Touré, le camarade. Donc la Guinée, il y a déjà de prérequis qui existent déjà. Il suffit seulement qu'on se lève, qu'on relance les choses, qu'on se départisse de tout ce qu'on peut prendre comme des considérations, comme on appelle, de subjectives, d'appartenance ethnique ou je ne sais quoi. Sinon, on a de quelque chose. Les relations entre la Guinée et la Chine ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis des décennies, cela existe. L'essentiel pour nous, c'est de nous lever et de faire quelque chose, aider ce pays à sortir de ce monde. Tout ce qu'on dit aujourd'hui avec le Maroc, sur le plan aérien, il y a de l'expertise existe dans ce pays, avec ce pays. Sur le plan ferré, sur la voie ferrée, il n'y a rien à dire.
aéroportuaire aussi du côté de port, ça existe. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'on devrait insister là-dessus, qu'on devrait profiter, parce que l'expertise marocaine, c'est une grande expertise qui est là, qui est dépassée les frontières même de l'Afrique, qui est un peu partout. Donc moi je pense que c'est un élément fondamental qu'il faut continuer à explorer, il faut continuer à s'appesantir là-dessus. Ils ont fait, déjà avec la transition avec le CND, le CNDD de Moussa Dadis Camara, la cité douane, la cité, comment on appelle, Koléa, qui ça a donné aux Marocains, avec Adoua ou quelque chose comme ça, qui ont fait quelque chose de ce côté-là. Mais il y a eu blocus du côté de la cité chinoise, cité police. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'il y a des petits trucs, des couacs qu'il faut régler. Les orangers qu'on voit tout au long, des oranges que nous voyons, oranges au bord de des routes, c'est du Maroc. Des mandarins et autres, c'est Maroc ça. Cela veut dire que l'axe entre les deux pays, ça va. Et pendant le Covid, ce pays aussi n'a jamais fermé ses frontières à la Guinée. Parce qu'on sait que vraiment, il y a quelque chose qui existe entre ces deux pays. Ce n'est pas ceux qui sont à la tête du Maroc aujourd'hui ou à la tête de la Guinée qui vont changer quelque chose. Ça existe, il faut renforcer, il faut peaufiner. C'est l'ensemble de tout ça qui peut nous permettre de faire quelque chose. Il n'y a pas de visa entre le Maroc et la Guinée. Donc, il y avait, même si à un certain moment, avec cette migration sauvage, il fallait un AVM. Oui, bien sûr, exactement. Exactement. Sinon, à part ça, la Guinée et le Maroc, je ne dirais pas que c'est une préfecture de la Guinée ou que la Guinée est une préfecture de Maroc, mais les relations sont tellement bonnes. Nous avons vu d'autres pays, d'autres présidents nord-africains, le président tunisien, il faut appeler qui avaient vraiment appelé la chasse aux sorcières contre les immigrants, en tout cas de peau noire qui étaient dans son pays, cette xénophobie qui est. Donc je pense que le Maroc, la Guinée doit continuer à pousser, faire tout ce qu'on connaît aussi, comme balai diplomatique, Sénégal, Maroc, ou je ne sais encore où, pour développer ce pays. Si c'est ce qui peut nous aider, allons-y. Le reste, qui est venu par les armes, qui est venu se maintenir, ça sont les détails. On essaiera de voir, mais nous d'abord, la priorité des priorités, c'est développer ce pays. Eh bien, c'est développer ce pays, c'est la priorité de tous les Guinéens. Et chaque matin, nous œuvrons dans ce sens sur le seul et unique média de développement. Vous le savez déjà, sur Kavi Média. On y va avec ces auditeurs et téléspectateurs qui participent au débat en nous écrivant sur le 629 95 67 deux fois 629 95 67 67. Et cette première réaction qui nous dit « Salam à vous et à mes parents de Dalaba Dintin Djambouria d'Ankama, dans mon village natal. Alhamdoulilah, nous sommes vraiment contents de votre retour dans notre radio. J'espère que ça va mieux. Soukran à notre Cheikh Yaya qui a relevé le défi. Mamadou Alpha Djambouria depuis Koloma. Merci Djambouria pour ce message. On enchaîne toujours avec cet autre auditeur. Bonjour Kavi à toute l'équipe. Monsieur Camara, aujourd'hui, je suis abasourdi. Je suis complètement surpris de voir la situation de la presse chaotique à tel point qu'aucun journaliste ne sait à quel sens se vouer. Monsieur Camara, hier j'ai eu les larmes aux yeux lorsque je suis allé à FIM. Des appareils achetés à coups de milliards sont en train de se gâter à l'état libre à faute de personnes qui veulent vaille que vaille éteindre le journalisme en Guinée. J'invite les journalistes à conjuguer le même verbe. Il ne faut pas accepter la division au sein de la corporation parce que il y a des personnes tapis dans l'ombre qui ne veulent pas voir la presse évoluer et elles sont là pour nous parler de la promotion de l'entrepreneuriat. C'est pas possible. On est en train de tuer des entreprises créées par des Guinéens. On ira où avec tout ça? C'est vraiment pitoyable. Keita Korfo qui nous écrit ce message depuis Kiroti. Merci Keita Korfo pour ce soutien. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Cette fois avec notre ambassadeur Alpha Zidan Diallo depuis Kiroti. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs, heureux de te retrouver parmi nous après une absence liée à un bobo de santé. Je te réitère encore une fois une santé de fer. Merci. Ce glissement de calendrier par le CNRD n'est que du carabistouille, c'est de l'enfumage tout simplement. On ne peut pas comprendre que depuis plus de 3 ans, vous ne soyez pas en mesure de nous présenter ne serait-ce qu'un seul point parmi les 10 points inscrits par le CNRD dans sa charte qui a été étayée à leur volonté en complicité avec ses acolytes qui œuvrent dans l'option de nuire et de faire plaisir à quelqu'un dans sa position pour conserver le pouvoir, mais qu'ils arrêtent de nous vendre des illusions. On a vu le cas Guinée Télécom, malgré toute la communication qu'il y a eu autour du projet, le résultat est négatif et maintenant que cela est insuffisant, on migre vers les transports pour nous vendre où rien ne sera au rendez-vous. Bonne journée à vous, Alpha Djambouria. Et je dis Djambouria, ça c'est Alpha Zidan Diallo depuis Kiroti. Il faut quand même garder de l'espoir, Alpha Zidane.
c'est très important. Ce domaine peut vraiment évoluer. Une pause. Derrière, nous ouvrons le volet politique de cette émission et nous parlons du glissement de la transition. Aujourd'hui, est-ce qu'un dialogue est nécessaire pour aboutir à un glissement consensuel? Tout à l'heure, notre invité se prêtera à nos questions. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia, ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia, ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Merci de nous écouter partout à Conakry sur la 89.5. C'est la fréquence qui vous accompagne chaque matin dans votre émission Le Scanner. Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h. La seule émission de débat constructif qui vous aide à comprendre l'actualité avec les sujets de développement. Maintenant, nous parlons politique avec la transition. Les débats tournent depuis des semaines autour d'un probable glissement de la transition en République de Guinée. Si le Premier ministre ne se fait pas d'illusions, des acteurs sociopolitiques ne veulent pas entendre parler de glissement. Un manque de dialogue s'installe à cet effet et chacune des parties reste sur leur position, occasionnant une crise très aiguë. Pour éviter tout bras de fer, un dialogue sincère s'impose-t-il? Notre invité est déjà sur ce plateau et dans ce studio avec nous. Monsieur Abdoulaye Sadio Barry est président du Bloc pour l'alternance en Guinée-Bag. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour. Nous parlons tantôt de politique, nous parlons du glissement de la transition. Les deux sont certes liés. Aujourd'hui, est-ce qu'un dialogue sincère s'impose obligatoirement? Naturellement. Et comment? Pourquoi? Et vous savez, si il n'y a pas de dialogue qui peut nous amener à sortir de cette crise-là. Oui. Allez-y, allez-y.
le résultat sera la confrontation obligatoire. Et nous risquons de reproduire ce qui s'est passé ici le 28 septembre 2009. Ce qu'on ne souhaite pas. Ce qu'on ne souhaite pas. Et personne ne doit souhaiter. Si on ne doit pas souhaiter ce genre de choses, alors œuvrons pour que ça n'arrive pas. Parce que si on n'œuvre pas dans ce sens pour éviter cela, naturellement, nous sommes en train d'aller tout droit vers ça. Donc aujourd'hui, vous pensez que si nous continuons sur cette allure, dans cette lancée, nous pouvons nous retrouver dans la transition de 2008 du CNDD? Naturellement. Avec ses corollaires de conséquences. De conséquences et qui seront cette fois-ci plus graves Bien. que ce qui s'est passé en 2009. Bien. La critique est deux fois aisée, mais aujourd'hui, comment devons-nous procéder pour éviter tout cela? Nous avons dit dans notre conférence de presse, nous l'avions dit déjà il y a, depuis le mois de février, nous lançons un appel solennel au président de la transition, qui est le premier et le principal responsable de la transition. Lui, il devrait être davantage impliqué, il devrait s'impliquer davantage, mais il est très effacé. Et là, si les choses vont continuer comme ça, tant que lui, il ne tranche pas, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui pourrait le faire. Le gouvernement ne pourra jamais trancher si le président ne dit rien. Tant que les gens ne savent pas ce que la junte elle-même veut exactement, le gouvernement va œuvrer dans la durée à faire traîner les choses et à divertir la population et les institutions, parce qu'ils ne pourront faire que ça. Et ça, ici, la responsabilité directe du président de la transition est engagée. Il doit personnellement s'impliquer, inviter la classe politique, la société civile, toutes les forces vives à un dialogue national, pacifique, franc, inclusif. On examine la situation. C'est vrai, il y a eu du retard. C'est que les autres aussi sont en train de nier. Il y a eu du retard. S'il y a eu du retard dans l'application d'un chronogramme, il y a des préalables qui sont obligatoires avant d'aboutir à certains points. Si ces préalables ne sont pas réalisés, vous ne pouvez pas attendre que le point soit réalisé à son délai. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit réaliste. Mais dans ce cas-là, on peut laisser tomber le passé, aller de l'avant, mais cette fois-ci ensemble. C'est seulement dans ces conditions que le régime CNRD peut s'en sortir. S'ils acceptent que, ok, il y a eu du retard, on a perdu du temps, mais maintenant, on ne peut plus diriger seul, comme on veut. Nous appelons toutes les forces vives de la Guinée, on s'assoit, ok, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est nécessaire? Quelles sont les ressources nécessaires à cela? Et quel est le temps que cela implique? Que cela soit étudié et reconnu par à la fois les représentants du pouvoir, les forces vives et des experts neutres internationaux. Quand une telle étude est faite, ça s'impose, c'est-à-dire le glissement, combien de temps ce serait nécessaire, cela va s'imposer sans que le régime ne soit mis en accusation. Vous comprenez? Personne ne peut désormais, que personne n'accuse personne. En tant que Guinéens, nous ne voulons pas qu'il y ait un bain de sang dans notre pays. Nous ne voulons pas. Je ne souhaite plus qu'un ancien président ou des anciens dirigeants soient obligatoirement poursuivis en Guinée ou à l'extérieur de la Guinée. Vous comprenez? Alors, dans ce cas-là, ensemble, on se donne les mains et on essaie de voir ce qui est possible. On essaie de mettre ça en œuvre. Mais ça évite les tensions, ça diminue les souffrances de la population et ça facilite un peu l'assistance internationale. Parce que dès que nous, on se retrouve, nous décidons ensemble, nous voyons de manière très réaliste, concrètement, ok, cela n'est pas possible sans tel autre préalable, ok, cela nécessite combien de temps, voilà, et on définit ça. Tout ce qui sort de là, je vous assure, immédiatement nous obtiendrons l'assistance, l'aide internationale, les financements, tout viendra. Mais tant que
le régime en place décide de diriger, de faire comme ils veulent, sans écouter les forces vives. Donc, simplement, ils se fondent uniquement sur la force. Ça va marcher jusqu'à ce qu'ils soient contestés. Hein. Le jour où ils seront contestés sur le terrain, tous ceux qui reçoivent là, les reconnaissances internationales, les aides internationales, les contrats qu'ils font signer, tout cela va s'arrêter. Dans notre pays, des manifestations, quand on prend une manifestation sur 2, 3 manifestations sur 4, chaque fois qu'on arrive à le faire, que ce soit des manifestations politiques le plus souvent que des manifestations sociopolitiques, on enregistre des dégâts importants, voire même parfois des cas de mort, ce qui est toujours une évidence que nous avons enregistré bien avant le CNRD et bien avant même vraiment leur présence, leur arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, on dit que le glissement est consommé. C'est une évidence aussi que nous voyons. Vouloir s'en tenir à s'accrocher à ce qu'on organise les élections dans ce pays, est-ce qu'on ne va pas, première question, est-ce qu'on ne va pas enregistrer encore des cas de mort, il faut appeler les choses par leur nom, des cas de mort en Guinée? Qu'est-ce qui empêcherait les acteurs politiques, les acteurs sociopolitiques de faire une proposition qui ira jusqu'au-delà de 2024, plus précisément qu'on parle de premier semestre au premier trimestre de 2024-25, qu'on arrive à préparer cela dans la mentalité de la junte au pouvoir, qu'on se dise de janvier 2025 au mois de juin, voilà des possibilités de pouvoir organiser, au lieu de s'arrêter maintenant à dire que forcément le glissement n'aura pas lieu, il faut qu'on organise les élections en 2024. Je vous remercie très très sincèrement. Vous venez vraiment de dire ce qu'il faut. Franchement, il faut accepter de voir la réalité en face et exactement procéder comme vous le dites. Seulement, ici, la démarche doit être inverse. C'est-à-dire, vous demandez qu'est-ce qui empêche les forces vives de faire ces propositions. Écoutez, maintenant là, l'initiative revient au pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, la vérité est que c'est eux qui n'ont pas tenu leur parole. C'est eux qui n'ont pas tenu leur engagement. C'est ça la vérité. C'est eux qui ont traîné. Parce qu'il y a eu des événements qui ont concouru au retard du chronogramme, même s'ils voulaient. On a enregistré des événements qui pouvaient vraiment empêcher la mise en œuvre du chronogramme, indépendamment de la volonté du CNRD. Il faut le reconnaître. Mais les gens, personne ne les reconnaîtra cela, parce qu'ils ont toujours décidé de faire cavalier seul. Ils ont décidé de gouverner et de s'en foutre de tout le monde. Mais avec ça, toute la responsabilité, même si c'est une calamité naturelle aujourd'hui qui s'abat sur la Guinée, cela ne sera pas vu. C'est leur responsabilité qui sera toujours engagée. C'est eux qui seront accusés. On dira qu'ils n'ont pas eu la volonté. C'est eux qui ont fait ceci. Imaginez même l'explosion du dépôt de carburant. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire que c'est le CNRD qui a fait ça pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. C'est parce qu'ils ont refusé de discuter avec les autres. Ils essaient de diriger de manière unilatérale. C'est ce qui amène ça. Sekouba a dirigé une transition ici. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? 9 mois. Ouais. Bien que la transition que Sekouba a dirigée n'était pas correcte, elle n'était pas juste, elle n'était pas équitable, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'il y a eu des problèmes majeurs ici? Il n'y a pas eu de problème majeur parce qu'eux, ils essayaient de faire semblant de travailler. Inclusif. Voilà, c'était inclusif. Vous comprenez? Donc, moi j'en appelle ici à l'intelligence et au patriotisme des membres du CNRD. Ils ont fait preuve d'intelligence en ne s'alignant pas, en ne s'embarquant pas dans le train du Sahel, c'est-à-dire rompre avec tout le monde, défier le monde entier. Ils n'ont pas voulu faire ça. Ça prouve que nous avons des gens qui ont un niveau respectable à la tête du pays. Ils sont intelligents, ils sont bien instruits. Et nous avons des gens qui ont fait preuve de patriotisme et de courage et d'audace. C'est-à-dire, quand ils sont intervenus en 2021, le peuple a approuvé, vous le savez. Effectivement, l'ordre démocratique avait été interrompu et le pays partait tout droit vers une guerre civile. Ils sont intervenus. Le monde entier leur a reconnu que c'était leur devoir qu'ils ont accompli. Ça aussi, tout le monde pensait qu'en Guinée, les militaires guinéens ne seront pas capables, n'ont pas le courage de renverser un président en exercice. Ils ont
essayé, ils ont montré qu'ils en sont capables. Et ils ont pris des mesures. Toutes les mesures qui sont venues après le coup d'État ont concouru à l'apaisement, à la fédération des Guinéens. Avant qu'eux ne viennent au pouvoir, il y avait des zones ici où, moi, Peul, je n'aurais pas osé m'aventurer. Il y avait des zones ici où un Malinké n'ose pas s'aventurer. Cela était déjà arrivé entre nous, Guinéens. Quand les gens là sont venus au pouvoir, un mois seulement après, toutes ces zones ont disparu. Les Guinéens ont retrouvé leur fraternité, leur unité. Mais eh bien, moi je demande alors au CNRD d'aller dans de revenir à cette logique. Mais cela n'est pas possible si vous pensez que bon, nous avons le pouvoir, nous avons la force, maintenant on fait ce qu'on veut. Bien. Et dans un contexte où la crise va crescendo, nous sommes dans une situation de défiance et de méfiance entre les tenants du pouvoir et les acteurs sociopolitiques aujourd'hui. Et de surcroît, nous sommes dans une situation où et les institutions républicaines et les institutions morales, aujourd'hui, aucune d'entre elles ne semble être à mesure d'engager un dialogue franc, c'est-à-dire que servir de pont pouvant rabibocher les positions des uns et des autres pour que nous puissions trouver ce qu'on appelle un consensus national. Comment pourrons-nous procéder à date pour que nous puissions effectivement essayer de rapprocher les positions des uns des autres pour nous éviter une crise de trop? Oui, c'est pourquoi moi ici j'interpelle le président de la République direct. Vous savez, nous on avait pensé que avec la nomination d'un Premier ministre qui est politiquement expérimenté, qui a lutté depuis longtemps au sein des forces vives, un grand intellectuel de surcroît, il a été le président de la commission politique des forces vives en 2010, 2009-2010. Moi, j'ai pensé que le président de la transition a montré sa volonté de corriger le cours, de ramener les choses dans l'ordre. Eh bien, l'initiative revenait immédiatement au Premier ministre, au nouveau Premier ministre, de convoquer toutes les forces vives et les amener à ce dialogue-là. Bon, malheureusement, ce nouveau Premier ministre s'est livré aussi à des discours certes, intellectuellement observé, on dirait que c'est quelqu'un, il a un franc-parler, il dit ce qu'il observe ou ce qu'il a constaté. Mais il ne lui revenait pas, lui, Premier ministre, de faire l'annonce unilatérale qu'il n'y aura pas des élections cette année, et plutôt il n'y aura que le référendum. Il ne lui revenait pas de le faire. Et là, c'est une provocation, c'est une maladresse qui peut avoir des conséquences graves parce qu'il s'est discrédité avant de commencer de jouer son rôle. Vous comprenez? Et c'est ce qui rend maintenant les choses difficiles. Et c'est pourquoi moi j'interpelle ici le Premier ministre d'arrêter de faire des déclarations unilatérales. Bien qu'il est intellectuel, il voit la réalité, il ne lui revient plus de faire toutes sortes de déclarations. Il devrait laisser convoquer les forces vives, amener les experts neutres, étudier la situation, faire l'état des lieux et voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on peut alléger, montrer la bonne foi d'aller de l'avant du pouvoir. Et dans ce cas-là, laisser maintenant ce dialogue inclusif constater qu'on a eu du retard et que le glissement s'impose. Ce dialogue, faire la déclaration avec les experts qui, en Guinée, n'auraient pas dit que oui, Monsieur le Président Doumbouya a nommé un gouvernement pour corriger, c'était pour ramener la transition dans l'ordre. C'est ce que tout le monde allait dire. Ouais. Vous comprenez? Et c'est ce qui doit se faire. S'ils ne le font pas, lui, les membres de la junte, ils se compromettront ici et à l'extérieur et pour l'avenir. Ils se compromettent parce qu'ils seront obligés de provoquer un bain de sang ici.
Il faut éviter ça. Mais c'est possible d'éviter ce bain de sang. Il suffit que le président prenne. Ça, c'est le président s'engage ou son entourage, mais aussi qu'on arrive à mettre vraiment l'ego ou tout ce qu'on peut considérer qui peut pousser l'être humain à prendre des décisions après regretter. Il est temps que les Guinéens se regardent en face et qu'on essaye d'être responsable dans la prise de certaines décisions. Que ce soit du côté du pouvoir de Mamadi Doumbouya et toute l'équipe de CNRD, mais aussi des forces vives, y compris vous et l'ensemble des acteurs dans là, il faut le faire. Ce n'est pas dire que non, vous avez pris la parole, vous n'avez pas consulté les forces vives, vous vous êtes engagé sur une piste alors que ça concerne tous les acteurs du pays. Alors, ne dites pas maintenant, on va vous montrer qui nous sommes et on va s'affronter. C'est là, ce n'est pas important pour le peuple de Guinée. L'essentiel qu'on arrive à s'entendre, qu'on n'organise pas des élections parce qu'on veut organiser les élections, mais qu'on arrive à éviter de bains de sang. Parce que la Guinée en a connu tellement qu'elle n'en a plus besoin. Et ce ne serait pas toléré cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter cela? Est-ce que pour vous, il faut, vaille que vaille, organiser ces élections présidentielles en 2024? Les élections en 2024, moi personnellement, quand j'observe la situation, je dirais ce ne serait pas une bonne chose. Les élections présidentielles, on peut organiser les communales, on peut organiser les législatives à la fin d'année. Mais organiser la présidentielle à la fin d'année là, ça ne serait pas une bonne chose parce que ce serait simplement aller en vitesse contre la raison et le sérieux. Ce serait bâclé. Et c'est ce que certains demandent. Parce que au cours de l'atelier de Kindia, il y a eu certains qui sont allés jusqu'à proposer, et c'est la position par exemple des anciens grands partis qui étaient au pouvoir et qui étaient à la tête de l'opposition. Ils veulent qu'on aille aux élections sans recensement électoral. Qu'on prenne l'ancien fichier. Parce que ça, ils ont une base déjà électorale. Oui. Non, ce n'est même pas parce que le RPG, je peux le comprendre. Le RPG sait que l'ancien fichier le favorise. Lui est favorable. Parce que ils ont organisé des recensements ici de manière, c'est-à-dire taillé sur mesure. Taillé sur mesure, favorisant des régions contre d'autres. Ils ont beaucoup plus recensé dans certaines régions que dans d'autres. Partout où il y a leur fief, le recensement a été plus qu'effectif parce qu'il y a des personnes. Moi, j'ai reçu des cartes d'électeurs de l'ancien vice-maire de Kankan qui avait 5 cartes d'électeurs. Une seule personne. Donc, ils ont sur-recensé dans leur fief et ils ont refusé de recenser correctement dans les zones, dans les autres fiefs. Donc, quand le RPG me dit aujourd'hui qu'il faut aller aux élections pour gagner du temps, allons aux élections avec l'ancien fichier. Je comprends, bien que c'est malhonnête et ce n'est pas loyal vis-à-vis du peuple de Guinée et de l'histoire. Mais que l'ANAD, la coalition de l'UFDG, s'embarque dans ce train du RPG pour demander qu'on aille aux élections avec l'ancien fichier, ils ont contesté cet ancien fichier jusqu'à ce qu'il y ait plus de 400 morts. Ils ont sorti les gens contester ça. On a arrêté plus de 400 morts ici. Et même lorsque Alpha a été proclamé vainqueur des élections, dans leur recours auprès de la Cour constitutionnelle, l'ancien fichier fut l'argument principal. Et ces gens-là disent aujourd'hui, on va aux élections avec l'ancien fichier. Ça, ce n'est même pas... Vous savez, Alpha a toujours dit que ses opposants, ce sont des nains politiques. Nains politiques, exactement. Malheureusement, c'est eux qui sont en train de nous le prouver aujourd'hui. C'est eux qui sont en train de démontrer qu'ils sont vraiment des nains politiques. C'est ça la vérité. Mais nous n'accepterons pas ça. Nous ne nous embarquerons pas dans ce train-là. Et il y a un élément aussi qui pourrait surprendre le monde le paysage politique guinéen. Pour le moment, on en parle peu, mais qui pourrait être un élément fondamental. C'est la constitution, la nouvelle ou la prochaine constitution qui pourrait être dont on ne connaît pas le contenu. Si on insiste, par exemple, on passe par toutes les voies possibles pour qu'on organise les élections en 2024 et que patatras, la nouvelle constitution démontre qu'il y a des acteurs au sein du pouvoir actuel de la transition qui peuvent avoir de la place pour se présenter aux élections. Que faire? Qu'allez-vous faire en ce moment aussi? Parce que ce n'est pas un élément à exclure. C'est la constitution qui pourrait parler. Et si cette constitution dit le premier ministre pourrait se présenter, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, pourrait se présenter à ces élections, qu'allez-vous faire en ce moment? Écoutez, ça va être un autre combat. Oui, mais écoutez, si les conseillers nationaux
prennent cette lourde responsabilité devant l'histoire. Ils seront coupables et responsables de crimes contre l'humanité, du bain de sang qui aura lieu en Guinée. Ils seront les premiers, les principaux responsables. On ne peut pas. Non, écoutez, sur ce point, ne partons pas par carte quoi. Disons la vérité aujourd'hui à tout le monde. Si nous voulons éviter de la catastrophe en Guinée, disons la vérité à nos responsables. Tout comme on dit la vérité aux forces vives. Le CNT, la nouvelle constitution, elle est dans l'obligation d'être conforme aux engagements qui ont conduit à la reconnaissance, à la légitimation des autorités de transition. Leur légitimation, leur repose les sources de légitimité. Leurs sources de légitimité reposent sur ces engagements-là et la charte qui sont aussi dans la charte. Ouais. Si on écrit un texte qui est contraire au contenu de cela, c'est qu'on veut provoquer des histoires ici. Et vous savez, le problème est, le monde n'est plus comme avant. Autant quand Lansana Conté a fait le coup d'État, il n'y avait rien, on pouvait s'asseoir et faire ce qu'il n'y avait même pas. Il a offert plus tard une constitution à la Guinée, il pouvait faire, il n'y avait pas de parti de multipartisme, il a amené tout ça. Vouloir agir comme Lansana Conté a fait à l'époque, maintenant là, c'est de chercher à avoir du sang sur les mains. Parce que les populations ne laisseront pas faire ça et le monde aussi ne va pas continuer à observer, agir. Quelqu'un agir uniquement parce que tu as la force, tu peux faire ce que tu veux. Alors, dans ce cas précis, si ça ne tenait qu'à vous, puisque nous admettons tous qu'il y a, disons, un fait palpable, que le glissement s'impose de lui-même. Est-ce que si glissement il y en aura, combien de temps? Je vais parler de la proportion qu'il faudrait accorder à ces glissements-là. Selon vous, qu'allez-vous proposer effectivement? Bon, avec votre permission, il y a un point que je voulais ajouter par rapport à cette idée que si le CNT fait ça. Moi, je sais, même si le CNT fait un texte, naturellement, vous savez, en Afrique, celui qui vous a nommé, celui qui vous a mis quelque part, les gens sont souvent portés à vouloir lui retourner l'ascenseur, la reconnaissance. D'être redevable. Voilà, et ils peuvent faire des textes, dire que Doumbouya, la Guinée n'a jamais eu un homme comme Doumbouya et on ne peut plus vivre sans lui. Il faut absolument que Doumbouya continue. Ils peuvent même vouloir qu'on le prenne ici comme un roi. Ouais. Seulement, moi, j'ai confiance à Doumbouya et son engagement. Il l'a dit une fois, quand ils ont pris le pouvoir. Il l'a dit une deuxième fois. Il dit ni lui, ni aucun acteur des organes de la transition ne seront candidats aux élections qui vont conduire au retour à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi c'est eux qui dirigent la transition. Il l'a dit, il l'a réitéré. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais c'est un homme, de par sa formation, c'est un homme de parole. De parole. Il ne va pas, lui, même si le CNT fait ce genre de texte, je suis convaincu que les membres du CNRD n'accepteront pas ça. Parce que c'est à lui de promulguer, non? Ouais. Il ne va pas promulguer. Oui, mais il a pris un engagement. C'est comme si vous... Voilà. Mais il a déjà dit quelque chose. Il avait dit qu'il n'allait pas passer un jour de plus sur les 2 ans qu'il avait pris comme mandat, comme promesse, je pense. Naturellement. Mais est-ce que cela a été respecté? Oui, attention. Mais là, lui, il a pris l'engagement. Ce que je dis, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il ne s'implique pas beaucoup, il est calme, il laisse les choses faire. Il a laissé faire. L'administration du territoire avant a traîné, tout le monde a vu, et finalement, nous avons le retard qu'on a aujourd'hui. C'est là où je dis, ce retard, on ne peut pas forcément imputer au colonel Mamadi Doumbouya s'il prend maintenant général aujourd'hui. Voilà, ok. J'aime beaucoup. Voilà, le mot colonel est plus charmant. Je sais que c'est ce colonel Mamadi qui manque aux Guinéens. Moi, c'est ce que j'aime. C'est le colonel que j'aime. Oh, elle est devenue général. Donc, s'il prend l'initiative aujourd'hui, il reprend l'initiative en main, naturellement, on peut reconnaître la nomination, la dissolution de l'ancien gouvernement. Pour moi, traduit la volonté de Doumbouya. D'abord, le fait qu'il a constaté que le gouvernement a échoué. Et il a dissous le gouvernement, il a nommé un nouveau gouvernement, il a même les postes importants qui jouent un rôle capital dans la transition, tels que la primature et le ministère de l'administration, il a changé les personnes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas été d'accord avec
l'allure qu'on avait prise. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, moi je l'interpelle, il ne faut pas qu'il continue de se taire. Il doit prendre maintenant l'initiative. Le président de la transition, c'est lui. Les promesses faites au peuple de Guinée, c'est lui. Et si ça réussit bien, c'est lui. Si ça échoue, c'est lui, le principal. Alors, donc, il doit comprendre ça et ne pas laisser les autres le salir. que dites-vous de ce qui pense que aujourd'hui, toute ce manœuvre qu'on constate ici et là dans le cadre de la conduite de la transition converge vers une volonté de confiscation du pouvoir? Ceux qui le disent, est-ce qu'on peut vraiment les en vouloir? Quand vous observez ce qui se passe, c'est l'impression que vous avez. Parce que les autorités traînent d'inclure, de convoquer et d'associer les forces vives à la démarche. Donc, on dira qu'il y a une volonté de confiscation du pouvoir. Moi, je m'étais attendu, quand le gouvernement a été dissous, qu'on nomme un gouvernement d'union nationale qui va inclure toutes les forces vives et ensemble, ils allaient discuter et voir qu'est-ce qui est possible. Avec, si il avait fait ça, vous croyez que quelqu'un allait critiquer, même quand on parle de glissement? S'ils sont eux-mêmes dans le gouvernement, tout le monde est dans le gouvernement. Donc c'est un problème d'intérêt. Ce n'est pas une question d'intérêt. Non, c'est être associé. Si, à défaut de créer un gouvernement d'union nationale... Mais être associé, pas à 0 francs. Non, être associé dans le processus. S'il y a un dialogue franc aujourd'hui, il y a les forces vives, il y a le pouvoir, ils se retrouvent régulièrement pour examiner ce qui est fait, ce qui doit être fait, et prendre les décisions ensemble. Personne ne va plus critiquer quoi. On va se mettre au travail. Mais c'est quand il n'y a pas, on n'est pas associé, ni de près, c'est-à-dire du côté du gouvernement, ni de loin, par exemple, en tant que co-acteur dans le cadre des forces vives. Eh bien, ça devient un problème. Et là, les gens diront qu'il y a une volonté de confisquer le pouvoir. Bien. Maintenant, cette autre question, au-delà de la Guinée, on a le Mali dans la sous-région et le Burkina Faso, 2 États voisins qui sont en transition. Il faut le dire, dès le départ, qu'ils avaient les mêmes ambitions que la transition guinéenne, la junte guinéenne. Aujourd'hui, le Mali qui s'est rétracté, c'est-à-dire la junte militaire au Mali s'est rétractée, elle ne veut plus communiquer sur la date de fin ou sur l'organisation des élections. Donc, un flou total. On en parlait en off tout à l'heure. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré parvient à obtenir 5 ans de plus sur son mandat. Aujourd'hui, vu la situation guinéenne mise dans les deux autres situations, est-ce qu'on peut dire que la Guinée, pour le moment chez nous, ça va? Est-ce qu'on peut le dire? Oui. Par rapport nous avons ce qui se passe dans 2 autres pays. Les dirigeants guinéens ont fait preuve de beaucoup plus d'intelligence et de beaucoup plus de patriotisme jusque-là. Parce que au Mali, ce qui a conduit Assimi Goïta à renverser le régime d'Ibrahim Keïta, c'était logique et c'était compréhensible. Vous comprenez? Mais la façon dont ils ont géré la suite, ils ont persisté dans l'arrogance, dans l'unilatéralisme et dans des erreurs. Ils ont persisté dans ça. On est arrivé à quoi? Le Mali est en train de s'enliser dans une guerre civile. Parce que je vais vous dire, il y a seulement 2 semaines, jusqu'à maintenant, on parlait des Donzo, qui étaient des groupes organisés, qui attaquaient des villages, etc. Et vu que le pouvoir soutient les Donzo, le pouvoir accompagne quelque part les Donzo, et leurs crimes sont tolérés, qu'est-ce qui est en train de se produire? Il y a 2 semaines, on a vu surgir au Mali une armée exclusivement Peul, qui passe à l'offensive. Et vous comprenez, et qui est même allé carrément prendre un camp des mains de l'armée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays là est en train de sombrer dans la guerre civile. Et cela risque de durer longtemps et compromettre le développement et même l'entente nationale dans ce pays. Vous comprenez? Ce n'est pas bien. Quand vous prenez le pouvoir, vous dites c'est pour sauver votre pays, mais ne dites pas que vous allez vous imposer en utilisant uniquement la force. Non. Le fait qu'un régime de transition
si vous voyez les partis politiques, la société civile contester un régime de transition, l'accuser de vouloir se maintenir longtemps, c'est parce que les gens ne travaillent pas dans le dialogue. Ils n'associent pas les forces vives. Ils ne montrent pas qu'ils ont la volonté de faire comme ils l'ont promis. S'ils montraient ça, ce sont les forces vives même qui vont leur dire attention, il faut attendre un peu. Quand Sekouba a dit ici qu'il démissionne, les membres des forces vives ne sont pas allés se coucher à terre. On l'a supplié de rester quand lui l'a dit qu'il quitte. Si vous montrez, même si c'est faux, si vous montrez que vous êtes en train d'œuvrer au respect de votre engagement, même ce sont les forces vives, les partis politiques même qui viendront vous dire que c'est vite, vous êtes en train d'aller vite, il faut aller doucement. C'est eux-mêmes qui vont vous supplier de rester un peu plus. Donc il faut qu'on essaie de le comprendre. Le moment, les années auxquelles on pouvait faire un coup d'État et s'asseoir au pouvoir 10 ans, 15 ans, et comme on veut, cela est révolu. Celui qui tente de le faire aujourd'hui, c'est un bain de sang, c'est un crime contre l'humanité que tu risqueras de commettre obligatoirement. Parce que tu fais recours à la force, les autres ne seront pas, ils ne vont pas continuer à croiser les bras, ils vont te défier. Et en te défiant, malheureusement, les choses s'engagent. Et si, entre-temps, il y a des forces qui sont qui en veulent à toi, des forces qui veulent vous renverser vous-même, donnez l'occasion à ce qu'il y ait des troubles ici et qu'ils commencent à avoir des... Eux-mêmes, ils vont vous aider d'ailleurs à tuer. Ils vous aideront à tuer pour vous compromettre. Mais maintenant, accentuons-nous sur le cas de Burkina. Oui, le Burkina Faso qui ne vit pas la même réalité que le Mali. Aujourd'hui, le Burkina a obtenu, à travers la junte militaire, 5 ans de plus. Est-ce que c'est un scénario qu'il faudrait éviter en République de Guinée? Parce que ça a été obtenu à travers les assises nationales. Oui, donc, mais vous savez, on pourrait même parler de mascarade. Mais est-ce que vous, ça vous a étonné? Moi, ce Ibrahim-là, d'abord, c'est un président immature, un jeune immature qui se retrouve à la tête du pays par la force des armes. Et sa mauvaise foi... Mais c'est quand même le président du pays. Il est le président, mais il est président illégitimé par qui? Il n'est légitimé que par des armes et les divisions ethniques qu'il est en train d'organiser là-bas, les crimes communautaires qu'il est en train de commettre au Burkina. Mais écoutez, c'est pas étonnant que lui, il essaie aujourd'hui de manipuler les forces vives qui sont à sa dévotion ou bien qui est sous son contrôle, à sa cause. Pour se donner 5 ans. Vous allez voir, la fin de l'année prochaine ne trouvera pas ce Ibrahim là-bas. Vous allez voir, s'il veut, il peut se donner 20 ans. Il ne fera pas 2 ans là-bas. Donc vous pensez qu'un autre coup d'État peut surgir à tout moment? Ou une guerre civile va dévaster le ce pays, frère, quand même. S'il n'y a pas, non, ne souhaite pas, mais c'est ce qui est en cours. Vous ne comprenez, vous ne savez pas que les communautés sont en train de s'armer au Burkina. Ils sont en train de s'affronter au Burkina. Ça va prendre simplement de la dimension. Vous comprenez? Les gens peuvent patienter quand ils pensent que, ok, vous n'êtes pas un bon chef, et que vous êtes en train d'armer les VDP contre d'autres, les communautés peuples, les gens peuvent patienter en pensant que okay, la transition arrive à la fin, le coût sera élevé si nous cherchons aussi à prendre les armes d'une certaine manière, le coût sera élevé pour tout le monde. Et comme la transition bientôt va prendre fin, on patiente. Mais quand vous dites aux gens, désormais moi je reste longtemps, vous vous inscrivez dans la durée, ceux qui pouvaient patienter ne le feront plus et les gens vont examiner maintenant les voies et moyens pour vous renverser vous-même. Mais est-ce que les choses ne pourraient pas se détériorer encore beaucoup plus du fait qu'on a chassé la France de Mali, du Niger ou je ne sais encore du Burkina, et nous constatons du côté de la France ou de l'Europe ou du Genève plus précisément qu'il y a des Maliens qui essaient de former un gouvernement de l'autre côté. Ne pensez-vous pas que l'ensemble de tout ça ne devrait pas faciliter, ne devrait pas donner la vie tranquille à ces politiques dans ces différents pays? Oui, vous savez, le fait que la France a été renvoyée du Mali était légitime. Moi, je trouve que les militaires ont bien nagé au Mali parce que la France a œuvré. Elle n'a pas œuvré pour qu'il y ait la paix au Mali. La France a tout fait pour consolider la division et maintenir la guerre civile. Et ça, pour quel intérêt la France pourrait le faire? Oui, parce même que... si on peut le dire un peu partout, mais pour quel intérêt? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a 2 choses ici. La France a convaincu les différents pays européens d'envoyer leur armée parce qu'elle ne voulait pas apparaître seule. Dans la Pologne, oui. L'occupation des pays africains que la France était en train de manœuvrer, elle n'a pas voulu que cela soit une occupation française, mais cette fois-ci, c'est l'Europe en tant que force
qui doit absolument investir l'Afrique militairement. C'est dans leur plan. Vous comprenez? Et pour cela, il fallait donc empêcher que le Mali, l'État malien restaure son autorité sur tout le territoire. Et la France envisageait, était même en train de travailler sur la partition du Mali, c'est-à-dire le nord devient un autre État, le sud devient un autre. La France travaillait sur ça. Absolument. Vous comprenez? Donc les militaires qui sont intervenus au Mali ont joué un rôle patriotique. C'est absolument légitime. Sauf que les Maliens n'ont pas cette force de pouvoir gérer tout leur oui, pays. Mais quand même, il n'y a pas cette force. Si les Maliens n'ont pas cette force, cette capacité. C'est parce que les militaires n'ont pas été suffisamment patriotes après le coup d'État. Les militaires ont voulu eux-mêmes le pouvoir pour eux. Ils ont voulu s'éterniser. Ils ont armé des groupes ethniques contre d'autres groupes ethniques. Donc, ils ont commis une erreur. Donc, ils ont répété les mêmes erreurs que les colons alors. Non, parce que si on accusait la France d'avoir la volonté de s'aimer cette division ethnique, maintenir la division, les autres aussi ont infusé sur les mêmes brèches. L'agent au pouvoir a continué de manière pire d'ailleurs, parce que l'agent au pouvoir armait des groupes et les laissait aller massacrer d'autres communautés. Et ça pousse le pays à la guerre civile. Ça a été l'erreur de ce qui s'est passé au Mali. Sinon, leur action de dire à la France, allez, sortez d'ici, était absolument légitime et nécessaire. Parce que la France œuvrait toujours au maintien de la guerre civile et à la partition du Mali. Mais au Burkina, le départ de la France au Burkina n'était pas correct, n'était pas logique. Il repose sur une chose. Le gouvernement burkinabé a demandé des armes à la France. Des armes pour combattre les djihadistes. La France a dit, ok, nous fournirons les armes là, mais seulement les armes que nous fournissons doivent être exclusivement réservées à l'armée burkinabé, pas à des groupes parallèles armés, c'est-à-dire les civils. On ne doit pas donner ces armes qui sont destinées aux militaires à des civils. C'est la seule condition que la France a posée. Ibrahim a dit, dans ce cas, vous pouvez laisser. Nous faisons comme nous voulons. Eh bien, la France a dit, donc on ne donne pas les armes si vous ne donnez pas les garanties que vous n'allez pas remettre ça aux Donzo ou à d'autres civils qui vont massacrer, qui vont faire des règlements de compte entre des villages. C'était la seule, c'est la raison qui a fait que le Burkina a mis la France dehors. Mais quel intérêt l'État burkinabé avait à donner des armes à des structures qui ne sont pas étatiques, qui ne dépendent pas de l'État directement? Parce qu'ils veulent pérenniser une hégémonie ethnique. Il ne faut pas dire d'aller par deux chemins. C'est un groupe qui favorise son ethnie. Ils veulent que leur ethnie domine les autres et qu'ils maintiennent désormais le pouvoir entre leurs mains. C'est ça. Et c'est ce qui va détruire le Burkina. Bien. Puisqu'on parle de Burkina, aujourd'hui, il y a plusieurs questions soulevées. Vous avez parlé de groupes armés qui existent au Burkina. Vous avez parlé notamment de soutien et surtout de cette action menée dès les premières heures du pouvoir Traoré. Traoré le capitaine Traoré, le président du Faso, qui s'est bombé le torse, qui avait cette envie patriotique, le panafricanisme, si on peut l'appeler comme ça. Comme ses pairs, il voulait suivre ce pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a dérouté? Il a plus que dérouté parce qu'il cherche le pouvoir personnel, il cherche les intérêts personnels, c'est ça la vérité. Écoutez, cette histoire de panafricanisme, quelqu'un qui n'a pas eu pitié de son propre peuple, quelqu'un qui donne des armes à un groupe civil, d'aller tuer, massacrer des villages entiers, quelqu'un qui sème ça, la terreur, la mort des enfants. Vous avez vu des femmes et des enfants, des femmes enceintes tuées, des femmes qui ont des bébés sur le dos, tuées avec leurs bébés sur le dos. Vous avez vu des images, moi je peux vous les montrer. Au Burkina, quelqu'un qui fait ça, lui va vous dire qu'il aime les Africains. Il n'aime même pas son propre peuple, il va aimer les Africains comment? Ça, ce sont des opportunistes, c'est des criminels organisés qui veulent bénéficier, qui veulent prendre l'État en otage. Vous avez fait le Burkina, vous? Non, ce n'est pas fait. Alors l'un dans l'autre, je crois que au niveau du Burkina Faso, au Mali et au Niger aujourd'hui, nous tendons tout droit vers la mise en place d'une confédération, c'est-à-dire que l'AES qui avait pour un premier temps 3 objectifs, c'est-à-dire que cette coopération militaire, politique mais aussi économique, se sont retirés au niveau de la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas enfin, la question ne se pose pas au sein même de la CEDEAO pour pouvoir effectivement avoir une autre formule
pouvant gérer les crises à l'interne sans pour autant que cette CEDEAO même ne se désintègre, même si elle-même elle pose problème aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Oui, là, l'Afrique de l'Ouest. D'abord, selon les textes, les jeunes là n'ont pas la légitimité, le pouvoir de sortir leur pays de la CEDEAO. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils peuvent, c'est de rompre toutes les relations. Comme c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils rompent les relations. Mais dès qu'ils quittent le pouvoir, tout gouvernement qui reviendra au Mali, qui sera élu au Mali, va tout de suite restaurer ses relations avec la CEDEAO. Ils ne peuvent pas. Donc, ils ne peuvent que rompre avec le monde entier. Ils ne peuvent pas retirer le peuple malien de ses engagements internationaux. Ce n'est pas possible. Mais, la CEDEAO, la crise au Niger, vous savez, c'est Tinubu, le président du Nigeria là. C'est le vieux, le nouveau vieux qui dort dans les conférences là. C'est lui qui est responsable. Parce que je pense que si Bouhari était resté, la crise n'allait pas continuer telle que nous la connaissons. Mais lui aussi, il avait quand même affiché ses faiblesses dans la. Oui, mais c'est lui qui a initié les terroristes. Oui, mais c'est lui qui s'est révolté et qui a pris la décision que la CEDEAO doit désormais intervenir militairement pour stopper les groupes qui prennent les États en otage. Cette sortie, oui. Il a mis ça en œuvre, en place, mais la finalité devrait être poursuivie par son successeur. Lui, il est venu, il a tapé la main sur la table, il a fait des promesses, il a mobilisé tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si eux, ils passaient vraiment à l'attaque contre la junte là, du Niger, si la CEDEAO intervenait militairement pour chasser les bandits là, je vous assure, la CEDEAO allait être crainte. Elle allait avoir de la force. Plus personne n'allait oser la défier. Mais non, ils ont sacrifié la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est un parapluie pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons absolument préserver la CEDEAO, malgré ses faiblesses et ses défauts. J'allais vous demander si vous croyez vraiment à cette CEDEAO. Non, elle doit être réformée. Elle doit, c'est-à-dire les anciens dirigeants irresponsables africains, c'est eux qui ont amené la CEDEAO à son échec et à ses faiblesses. Est-ce que c'est trop dit si on dit que c'est le syndicat des présidents? C'est parce qu'il a été le syndicat des dictateurs et des confiscateurs du pouvoir, des modificateurs de constitution, des torpilleurs de constitution. C'est parce qu'il a été syndicat de ces gens-là qu'aujourd'hui, nous sommes en crise partout en Afrique de l'Ouest. Mais on a besoin de la CEDEAO. Vous savez, les Occidentaux, la crise ukrainienne, elle va ruiner l'Occident. Industriellement, économiquement. Et vous savez où est-ce qu'ils pensent obtenir l'Afrique? Ici, et les solutions, c'est sur le continent africain. Maintenant, des chefs militaires français n'hésitent pas de parler publiquement, dire que c'est nécessaire que l'Europe interviennent militairement en Afrique parce que les États sont en train d'être pris en otage par des groupes armés, les États sont en train de se désintégrer, ils vont créer la guerre civile et que c'est à leur porte, leurs intérêts seront menacés. Ils pensent aujourd'hui, l'Europe réfléchit à la possibilité dans les 10 prochaines années d'intervenir militairement pour recoloniser l'Afrique. Le Conseil de sécurité aux États-Unis a aussi statué sur les mêmes questions. Si vous voyez qu'ils évoquent ça, ils n'hésitent même plus à envisager ça. C'est parce que c'est dans leur volonté. Et si ces gens-là acceptent, ils cautionnent, ils soutiennent le génocide du peuple palestinien en cours là-bas par les Israéliens, les Occidentaux sont même contre un cessez-le-feu. Imaginez, ils sont même contre un cessez-le-feu parce qu'ils cautionnent qu'on tue les enfants et les femmes dans les autres communautés, chez les autres races. Ils le feront ici en Afrique. S'ils continuent d'avoir des problèmes là-bas, ils viendront chez nous ici. Il y a un problème qui se passe. Le problème, il faut, pour éviter ça, la seule possibilité pour nous de nous protéger, de conserver et de défendre notre souveraineté déjà acquise, c'est de garder les ensembles, les grands ensembles, la CEDEAO. Si la CEDEAO demeure, un État ne va pas, quelle que soit la puissance de l'État, que ce soit les États-Unis ou la France, ne peut pas être fou pour venir vouloir attaquer la Guinée, attaquer le Mali, pour pouvoir réoccuper ce pays-là, pour aucun prétexte. Si la CEDEAO demeure, vous comprenez, et la CEDEAO doit évoluer même à construire carrément une force armée pour défendre ses frontières depuis de l'extérieur.
et défendre ses pays membres. Bien. Donc on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant de boucler cette émission, Monsieur Barry. On va aller avec cette toute première réaction qui nous dit félicitations à l'invité. C'est l'un de vos meilleurs invités politiques de la saison de par sa qualité d'analyse des sujets tant en Guinée et à l'extérieur. Alpha Zidane depuis Kiroti qui voulait ce message. Bonjour Monsieur Abdallah. Félicitations au ministre Ousmane Gawal Diallo après avoir apporté des réformes significatives au ministère de l'Urbanisme, encore au niveau du ministère des postes des télécommunications et de l'économie numérique. Maintenant, c'est au tour du ministère des Transports de voir des chantiers nouveaux dans l'élan de développement local. Le régulateur, écrit-il, OGD est en action. Ataoula Imo Bantignel qui nous laisse cette réaction. Et cette autre réaction qui nous vient de Amadou Bambaya Diallo, notre fidèle auditeur depuis la nouvelle commune de Sonfonia. Bonjour et bon retour Abdallah. Le dialogue sincère s'impose avec les acteurs socio-politiques pour le respect des engagements, mais pas pour un glissement qui plongera ce pays dans les gouffres. Ces politiques doivent ouvrir les yeux et faire des propositions réalisables en mettant les autorités devant leurs responsabilités. La diplomatie transfrontalière doit aider les citoyens à circuler librement dans l'espace CEDEAO. On enchaîne toujours avec ces auditeurs et téléspectateurs qui nous écrivent sur le 629 95 67 deux fois. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo, qui nous dit ceci: bonjour le grand journaliste, et je profite de l'occasion pour saluer mes deux parents et je leur rends grâce à Dieu, que Dieu leur donne longue vie. Pour moi, je salue votre collègue qui a retrouvé sa santé et je prie le bon Dieu que il sort bon, je sais pas, hein, Donzo Sekou, j'ai du mal à lire ce message. On enchaîne toujours avec ces auditeurs et téléspectateurs qui nous écrivent sur le 629 95 67 deux fois. Bonjour Abdallah et à tous les chroniqueurs. Le PM Amadou Riba et le gouvernement de transition doivent immédiatement abandonner toute tentative de report des élections prévues pour décembre 2024. Cette proposition est non seulement, attention aux mots, mais aussi une trahison flagrante des engagements pris envers la CEDEAO et le peuple de Guinée. Les conséquences d'un tel report seraient catastrophiques. Les partis politiques et les organisations de la société civile ont clairement indiqué qu'ils ne reconnaîtront pas, qu'ils ne reconnaîtraient pas le gouvernement militaire au-delà du 31 décembre 2024 si les élections ne sont pas tenues à la date convenue. Amadou Ouribari doit donc respecter strictement le calendrier électoral initial. Tout manquement à cette obligation entraînera des sanctions sévères de la communauté internationale et une opposition intérieure implacable. Il est impératif que le gouvernement de transition prenne des mesures immédiates pour organiser des élections dans les délais convenus afin d'assurer un retour rapide à un régime civil. La stabilité et l'avenir de la Guinée en dépendent. Merci à votre invité, mais je veux lui poser la question à savoir qu'est-ce qui empêche d'être ensemble pour sauver le peuple de Guinée. Il parle des politiciens. Bonaoula Diallo depuis Kiroti. Et ça, c'est pour notre invité. Qu'est-ce qui empêche, M. Barry, les politiques d'être ensemble aujourd'hui pour vous? Selon un auditeur. C'est une question d'un auditeur. Oui, ce qui nous empêche d'être ensemble, c'est, nous avons constaté ça à Kindia, c'est le fait que il y a deux groupes qui étaient opposés avant, qui disent aujourd'hui, pour gagner du temps, il faut aller aux élections sans recensement. Donc avec l'ancien fichier, le fichier là, qui nous a apporté plus de 400 morts ici. Nous disons non. Non. Il n'est pas question, cette fois-ci, que dans cette transition, qu'on essaie de brûler les étapes, comment on dit ça? C'est-à-dire... briser tous les interdits? Non, pas briser, c'est-à-dire... non, c'est brûler les étapes et faire quelque chose de bradé. C'est-à-dire brader simplement le processus. Parce que simplement, on veut que les militaires quittent le pouvoir. En 2010, c'est ce qu'ils ont fait. Nous, on était allés voir l'Union européenne. Nous avons essayé de plaider et obtenir l'engagement de l'Union européenne de financer la transition des élections communales, des élections législatives et ensuite les élections présidentielles à la fin. Ce qui aurait donné à la Guinée la chance d'être une vraie démocratie. Parce que le président qui sera élu, il viendra trouver toutes les institutions de manière indépendante et il ne pourra plus vouloir les contrôler. Son parti ne sera pas forcément celui qui domine tout. Quand on a dit, et c'est ce qui a été, le schéma a été retenu, qu'est-ce qui s'est passé?
Alpha Condé, Sidi Touré, Cellou Dalein Diallo, ils sont allés dire à la Commission européenne non, que le plus important, c'est d'avoir les militaires dehors. C'est d'abord obtenir le départ des militaires du pouvoir. Il faut qu'un civil vienne le plus rapidement au pouvoir. Donc on laisse tomber toutes les autres élections. On fait seulement la présidentielle très très vite pour qu'un président civil soit au pouvoir. Bien. Nous, on avait dit à la Commission européenne, on avait dit, si vous faites ça, vous acceptez de financer ça, vous allez financer une nouvelle transition ici. Parce que celui qui viendra au pouvoir, il va vouloir gagner les communales, il va vouloir gagner les législatives, et donc il finira par installer une nouvelle dictature en Guinée qui va nous conduire encore à de nouveaux morts, et il y aura une nouvelle transition en Guinée. Nous sommes dans cette transition. Bien, Monsieur Barry, notre invité politique de ce matin, vous l'avez déjà compris. Avec lui, nous avons développé beaucoup de sujets politiques. En tout cas, merci Monsieur Abdoulaye Sadio Barry. Je rappelle que vous êtes le président du Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG en abrégé. Naturellement. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ces points d'actualité brûlants de la Guinée, mais aussi de la sous-région. Merci Bamomed. Merci Abdallah. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Nos excuses pour tous ces auditeurs qui nous ont écrit et qui n'ont pas eu la chance d'être lus ici, il faut le dire. On se reprend demain, même fréquence. Merci à l'équipe technique et à la régie. Restez en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée. À demain.